Bonsoir, mesdames et messieurs, et surtout, bienvenue à Procure en parle. Ici Winston McQuaid, je suis porte-parole de Procure et aussi votre maître de cérémonie durant le mois de septembre, qui est le mois de sensibilisation au cancer de la prostate. Comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présentons ce quatrième webinaire du mois de septembre, et celui-ci diffère des autres webinaires. Sous forme de panel, nous aborderons le rôle d'un patient atteint du cancer de la prostate, de même que l'impact des traitements, les fonctions urinaires, sexuelles et sur, évidemment, l'intimité. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, et aussi nos partenaires Astellas, AstraZeneca et Merck, de même que l'Association des urologues du Québec et du Canada. Sans plus tarder, nous vous souhaitons la plus grande bienvenue à nos invités qui ont généreusement accepté de participer au panel, soit Jacques Alain et Claude Boivin. Messieurs, bonsoir et merci infiniment à vous tous. Et j'aimerais justement inviter chacun d'entre vous à faire un court témoignage d'introduction, votre lien avec le cancer de la prostate. Alors, Claude, bonjour. Bonjour Winston et bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver. Il y a Jacques Alain également qui est là. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir Winston, bonsoir Claude et bonsoir à tous les auditeurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir très partagé. Nous allons pendant l'heure et demie qui est devant nous discuter ensemble, parler de différents sujets qui entourent évidemment le cancer de la prostate. Et j'aimerais peut-être dans un premier temps vous demander à chacun de vous, peut-être Claude, de nous parler de ce qui vous a amené dans un premier temps à consulter. Ce qui m'a amené à consulter. C'est bien ça, oui? Oui, effectivement. En fait, c'est relativement simple. C'est suite à des prises de sang. Donc, suite à des prises de sang qu'on a constaté qu'il y avait certains enzymes qui étaient en trop grande quantité dans mon sang. Après quoi, bien évidemment, on a prescrit une biopsie et malheureusement, j'ai reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Est-ce que c'est sensiblement la même chose pour toi, Jacques? Oui, en fait, moi, c'est simplement l'examen annuel chez mon médecin de famille où diligemment, mon médecin nous fait faire toutes sortes de tests, dont le fameux test de PSA. Et en 2016, j'avais un PSA douteux, c'est-à-dire parfois le PSA était dans les normes et parfois il n'était pas dans les normes. Donc, un PSA variable, et à ce moment-là, le médecin croyait que c'était un faux positif. Néanmoins, un peu plus tard, il m'a connecté avec un neurologue, puisque le résultat redevenait douteux à peu près 18 mois plus tard. Et de là, s'en est suivi un suivi annuel pour lequel j'ai été rassuré pendant un certain temps, où l'urologue et le médecin, voyant mon PSA fluctuer, parfois bon, parfois incorrect, eh bien, j'ai pensé que ça allait. Sauf qu'en 2021, un autre PSA douteux est apparu et puis l'urologue a fait ce qu'on appelle un PSA total, PSA libre. Et là, c'était un résultat très douteux. Donc, s'en est suivi la suite. C'est-à-dire, moi, j'avais choisi d'avoir un IRM précédent la biopsie. Et il y avait un doute à l'IRM, je pense que ça s'appelait un PIRAD 4, quelque chose comme ça. Et on m'a envoyé la biopsie. Et puis, le verdict est arrivé le 2 novembre 2021. On m'a dit, il y a un cancer. C'est à peu près ça, ce qui s'est passé dans mon cas. J'aimerais ça qu'on apprenne à vous connaître un petit peu. Claude Boivin, quand avez-vous réalisé qu'il se passait quelque chose? Il y aurait peut-être... il y a eu un suivi avec un médecin, j'imagine aussi, mais racontez-nous un petit peu votre histoire. Qui êtes-vous en 2 mots? En quelques mots, premièrement, je suis un nouvellement retraité de l'enseignement.
Mais bon, à l'époque de mon diagnostic, j'étais encore bien sûr sur le marché du travail. Mon diagnostic, j'ai reçu un diagnostic en 2015. Et au moment où j'ai eu mon diagnostic, j'étais en train de m'entraîner pour compléter mon deuxième triathlon Ironman qui était censé tomber le jour de mon 50e anniversaire. Donc, j'avais 49 Quand ans. même. Et c'est là où on a découvert, comme je disais un petit peu plus tôt, des enzymes, en fait le PSA, qui était trop élevé. Et on va comprendre évidemment que quand quelqu'un est en train de s'entraîner pour un Ironman, ben, il fait beaucoup de vélo. Et c'est bien connu qu'une selle de vélo et puis l'anatomie masculine, ben, ces deux choses-là ne vont pas toujours nécessairement bien ensemble. Et ça arrive parfois que la selle de vélo traumatise la prostate à un point où le PSA peut être anomalique. Donc, même après avoir subi la biopsie, ma biopsie, je l'ai eue aux alentours du mois de mai 2015. J'étais convaincu que ça allait être négatif. Je me disais, puis en fait, j'étais même fâché contre l'urologue de m'avoir fait passer au travers ça parce que j'étais convaincu que ben non, ça peut pas être un cancer parce que justement, je fais beaucoup de vélo. C'est probablement à cause du vélo. Et malheureusement, ben, j'avais tort. Le 22 juin, c'est là où j'ai reçu mon diagnostic de cancer de la prostate. Alors, vous aviez une prémonition, en quelque sorte. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passait, mais ce n'était pas confirmé encore. C'est ça? Non, justement. Jacques Alain, de votre côté, si on parlait un petit peu de votre histoire à vous. Alors, je pose la même question. Jacques, qui êtes-vous? Alors voilà, moi, je suis fraîchement retraité depuis le 4 juillet 2022, ingénieur de formation dans le rôle de gestion d'une entreprise dans ma région ici. Euh, donc, dans mon cas, père de famille, 3 enfants, et conjoint heureux et toutes sortes de choses, mais parlons plutôt du sujet d'aujourd'hui. Dans mon cas, je n'aimais pas qu'on me mette en suivi comme ça, c'est-à-dire de voir mon PSA douteux varier comme ça. Et je me disais, j'ai même dit à mon médecin à un moment donné, après quelques lectures, moi je faisais beaucoup de lectures sur le sujet, à tort ou à raison, avec un peu de recul, parfois je me dis que j'en ai trop fait. Je disais à mon médecin, ben, vous savez, parfois il y a des doutes sur les suivis de prostate au sujet des hommes. Il y a des gens qui écrivent des choses à ce sujet-là. Et je disais à mon médecin, peut-être qu'on devrait lâcher ça, là, arrêter de faire ces suivis-là, parce que c'est énervant et tout. Donc, je, elle a failli adhérer à ça, mais heureusement, elle n'a pas adhéré à ça. Et moi, tout comme Claude, je fais beaucoup de vélo. Alors, je faisais mes propres théories pour m'expliquer que ça pouvait être autre chose que le fameux cancer de la prostate. Donc, de fil en aiguille, je reniais que j'avais des symptômes parce que dans mes nombreuses lectures, vous savez, on parle parfois des envies d'uriner fréquentes pendant la nuit, lorsqu'on urine, le débit très faible, par exemple, des choses comme ça. Alors, je lisais dans mes fameuses petites recherches que c'était des symptômes, mais pour moi, je me disais, ben non, c'est mon âge, puis c'est tout, là. Donc, j'étais porté comment dire, à mettre de côté que j'avais plusieurs éléments qui, dans le fond, coïncidaient avec ce qu'on lit à ce sujet-là. C'est curieux parce que on retrouve ça souvent. On est en déni, c'est-à-dire qu'on soupçonne peut-être, mais compte tenu de nos rencontres qu'on a eues avec notre médecin de famille ou l'urologue, on refuse jusqu'à un certain point de croire qu'il y a cette possibilité. Et puisque c'est asymptomatique, il n'y a pas vraiment d'indication qui sont mais vraiment fiables, comme quoi que nous sommes la victime d'un cancer de la prostate. Vous aviez quel âge, Jacques, au moment où on vous a annoncé que vous aviez le cancer? En fait, c'est le 2 novembre
2021. Donc, j'avais 60 ans à ce moment-là lorsque le diagnostic m'a été livré. C'est curieux parce que c'est à l'âge de 60 ans aussi, après plusieurs consultations avec mon médecin. Je dirais que les consultations ont commencé peut-être 6 ou 7 ans avant que ça ne soit déclaré. Il y a eu tout le processus d'apprentissage de comment ça. Puis là, avec le médecin, on sentait qu'il y avait peut-être un doute. Est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Pas toujours évident d'en arriver soi-même à la conclusion. C'est véritablement à la suite de différents tests que finalement la chose se révèle. À quel moment avez-vous été convaincu, en dehors du fait que le médecin vous l'a annoncé, à quel moment avez-vous été convaincu que vous étiez porteur d'un cancer de la prostate, Claude? C'est certain. Aussitôt que le médecin m'a annoncé le diagnostic, c'est là où mon déni a pris fin. Évidemment, je n'étais pas pour contredire l'avis d'un professionnel, l'avis d'un expert dans le domaine. Spécialiste, oui, effectivement. Mais, et Jacques, j'imagine que c'est la même chose pour vous, c'est-à-dire que le verdict est tombé. Oui, tout à fait. Le 2 novembre, c'est dans le bureau de l'urologue que ma conjointe et moi, on était présents et il nous a livré le diagnostic à ce moment-là. J'étais, bon, voilà, devant une évidence que je ne challengeais plus. J'ai challengé les propos du médecin et de l'urologue dans ma tête là, pendant quelques années. Mais ce jour-là, je me suis dit, bon, ben, écoute, ça y est. Alors, c'est là que mon déni s'est arrêté et peut-être qu'on parlera plus tard de comment ça se passe dans le bureau de l'urologue. C'est pas un très bon moment. C'est très difficile, ce moment-là. Ben, justement, puisqu'on y est, quelle a été votre réaction, Jacques? Écoutez, je me souviens d'avoir vu des publicités à la télé du ministère de la Santé, je présume, sur l'annonce d'un cancer. C'est il y a quelques années qu'on voyait ça. On voyait un couple devant le bureau de médecin et on voyait le type s'effondrer ou basculer vers l'arrière, etc. L'image était très bonne parce que c'est carrément ça qui se passe. Je me souviens qu'à partir du moment que l'urologue m'a dit « il y a un cancer », c'est comme si on avait débranché mon corps et ma tête. C'est comme si toute l'énergie que j'avais la journée précédente ou comment dire, la vitesse de pensée qu'on peut avoir comme un humain normal, c'est comme tout ça s'est éteint. C'est comme si on avait débranché la batterie de l'auto et que l'automobile est là, mais ne peut plus bouger. Là. Donc, c'est vraiment un moment qui dure en passant. Ça ne s'éteint pas en sortant du bureau du médecin. Mais ce souvenir-là, je l'ai encore très clair en tête de ce que c'est de recevoir une information aussi perturbante que l'annonce d'un cancer, à quel point ça nous désénergise, ça nous déconnecte et on devient totalement absent, incapable de penser et en panne de toute énergie utile à vivre son quotidien. Là. On devient un peu comme un zombie, si vous me passez l'expression. Est-ce que ça a été votre cas, Claude Boivin? Non, pas nécessairement. En fait, j'ai eu la petite période zombie, si on veut, entre le bureau du médecin, puis en revenant du bureau du médecin. Puis le médecin, à ce moment-là, docteur Aron, m'a donné un livre un livre écrit par le docteur Saad, qui est un éminent urologue montréalais. Donc, il m'a remis le livre et puis il dit, bon, prenez connaissance de ce qui est là-dedans, puis on se revoit dans une semaine. Ouais. Et en quittant le bureau du médecin, je me dis, bon, j'étais en congé cette journée-là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Mon premier réflexe, ça a été de me rendre au milieu de travail de ma conjointe pour aller lui annoncer la nouvelle. Et on s'est parlé, on
on a pleuré. Et puis, après ça, je suis rentré chez moi et j'ai lu le livre que le docteur Aron m'a remis d'une couverture à l'autre. Fred Sall. Oui, le livre du docteur Sall. Et de mon côté, moi, j'ai une formation scientifique. Donc, je suis en mesure même si je ne suis pas médecin, je suis en mesure de comprendre une partie de ce qui, en tout cas, peut-être comprendre mieux ce qui était écrit dans ce manuel-là que le commun des mortels, si on veut. Vous avez un esprit cartésien en même temps, comme scientifique. C'est ça, c'est ça. Et entre le moment, le jour où j'ai reçu mon diagnostic, qui était le 22 juin, j'avais ensuite un rendez-vous chez mon neurologue le 2 juillet. Et entre les deux, ça donnait comme ça que j'avais un rendez-vous avec mon médecin généraliste. Alors, j'en ai profité pour lui demander qu'est-ce que lui en pensait. Donc, je suis allé chercher vraiment un maximum d'informations parce que, comme vous savez, quand on est face à un cancer de la prostate, on a des choix. On a le choix entre, en tout cas, dans mon cas, j'avais le choix entre la surveillance active, la radiothérapie et la chirurgie. D'accord. Et c'était à moi qu'appartenait ce choix-là. Donc, évidemment, je suis allé chercher le maximum d'informations auprès de mon généraliste, auprès de la documentation que le docteur Aron m'a remis, auprès de la documentation que mon généraliste m'a remis aussi. Parce que le médecin généraliste, il dit, écoutez, on voit que vous avez une formation scientifique, on a ici de la documentation que normalement, on se réserve, nous, pour les médecins, mais on pense que vous allez être en mesure de comprendre. Donc, ils m'ont donné de la documentation, ce qui m'a permis de faire un choix éclairé, si on veut. Alors, si j'ai bien compris, vous étiez seul avec le médecin au moment de l'annonce de votre cancer de la prostate, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que c'était le cas pour vous, Jacques? Étiez-vous seul quand vous avez eu cette rencontre avec le médecin? Non, c'était avec ma conjointe. On s'est rendu au bureau du neurologue le fameux 2 novembre en question. Et moi, j'avoue que c'était, dans mon cas, très apprécié que ma conjointe soit avec moi parce que c'est un moment très difficile. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, à ce moment-là, moi, je savais que ma retraite approchait, donc on était en train de s'acheter une maison à la campagne. Et le lendemain de l'annonce, je devais répondre à une contre-offre sur un achat d'une maison où il y a un plus grand terrain à entretenir et tout ça. Alors, vous comprenez que ça me bousillait d'avoir à faire un choix au moment où je ne savais pas ce qui m'attendait devant moi. Et ça faisait... La situation du cancer était la plus complexe et la plus, comment dire, perturbante. Mais tout ça mélangé, ça me rendait carrément inopérant. Et je me permets une parenthèse parce que là, j'ai googlé comme plusieurs communs des mortels. Et là, j'ai découvert la procure prostate, la procure à Montréal. Et là, j'ai appelé et j'ai dit à la personne qui m'a répondu, c'est Marie-Christine, j'ai dit, ben, écoutez, je suis un des 12 aujourd'hui. Parce que j'avais comme lu qu'il y a 12 personnes au Québec qui, à chaque jour, se font annoncer qui ont cancer de la prostate. Alors, je disais à Mme Beauchemin, j'ai dit, ben, écoutez, je suis un des 12. Et évidemment, mon propos était un peu désordonné et j'étais émotivement perturbé, ça va de soi. Et bon, j'avoue que cette discussion-là m'a été très, très, très utile. Mais oui, pour répondre à votre question, ma conjointe était avec moi. Elle était très désemparée, elle aussi, un peu plus forte que moi, mais c'était difficile quand même de recevoir cette information-là. Je peux très bien comprendre. Claude, vous avez les enfants? Oui, Claude oui, oui. J'avais de la misère à trouver le petit bouton unmute. Oui, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Et à quel moment avez-vous décidé de leur en parler ou aviez-vous fait le choix de garder le silence face à eux? Bon, mon plus vieux, au début de l'été,
parce qu'on s'entend, là, moi j'ai eu mon diagnostic au tout début de l'été. Donc, mon plus vieux, au début de l'été, partait en camp scout. Puis, je voulais pas qu'il aille ça sur la conscience pendant qu'il était parti pendant une D'accord. semaine s'amuser dans le bois. Ça fait que on a attendu, pour lui, on a attendu qu'il revienne de son camp. Mhm. Alors que mon plus jeune, lui, qui restait à la maison, ben, pendant que son grand frère était parti au camp, ben, ma conjointe et moi, on s'est assis avec et puis on lui a annoncé la nouvelle. Évidemment, quand le plus grand est revenu de son camp, euh, on a, on a répété, on a fait la même chose, mais avec notre plus grand. Vous avez fait un conseil de famille à ce moment-là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Et Jacques, par rapport, bon, une fois que vous l'avez assumé, votre épouse aussi, que vous avez tous les deux, bon, pleuré, avouons-le, est-ce que vous avez ensemble choisi de parler de ça avec la famille ou vous avez plutôt choisi de garder ça en sourdine pour un moment? Enfin, on a gardé ça en sourdine pour un moment. Euh, à tort ou à raison, j'étais pas bien à diffuser cette information-là. Je voulais pas générer d'inquiétude. Et aussi, je voulais pas devenir le centre de propos de part et d'autre, autant dans mon milieu de Mhm. travail que dans ma famille immédiate. Alors, j'ai laissé passer quelques semaines. Et avant Noël, je l'ai annoncé à mes enfants. Mes enfants, moi, ne sont pas les enfants de ma conjointe. Ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est moi qui leur ai annoncé seul à seul, un à un, séparément. Et j'attendais d'être un peu calmé pour leur parler, parce que je me disais, si je leur parle dans les semaines perturbées, dans l'état où j'étais, je ne savais pas quel effet j'allais avoir sur mes fils. Moi, j'ai trois fils. Donc, j'ai laissé passer un peu de temps et oui, de bonnes lectures. Aussi, j'ai deux amis dans le monde médical, un médecin dans la région de Drummondville et puis un ami gynécologue ici à Québec, qui ont la gentillesse de me conseiller. Mes amis dans le monde médical, je ne les utilise jamais pour des fins médicales parce que je ne veux pas Ouais, leur faire vivre des je moments comprends. sociaux, leur faire revivre leur travail, mais ils ont la gentillesse de m'épauler. Et bon, après un certain temps, je suis devenu rassuré d'une certaine manière. J'ai compris que je n'étais pas seul au monde. J'ai compris que ça arrivait à des milliers de personnes. Et j'ai compris que c'était un domaine connu quand même. Mhm. Et j'ai compris qu'il y avait des étapes, malgré le progrès ou la direction que peut prendre le cancer ou se calmer. J'ai compris que j'entrais dans un processus qui est bien maîtrisé par le monde de la santé aujourd'hui. Donc, Mhm. c'est à peu près en décembre que je suis devenu un peu plus calme, et c'est à ce moment-là que je l'ai annoncé à mes fils seulement. Je ne l'ai pas annoncé à mon travail, ni à mes frères et sœurs et parents, mes parents qui sont quand même très âgés. Donc, j'ai laissé passer un peu de temps avant de l'annoncer au travail, frères et sœurs et mon père et ma mère. Considérez-vous que c'était une bonne décision ou auriez-vous dû agir autrement, le dire plus rapidement? Moi, dans mon cas, j'ai pas de regrets. Euh, D'avoir attendu d'être calme parlant à mes enfants, je pense que dans mon cas, c'était un bon choix. Mhm. Euh, pour mon travail, je l'ai annoncé à peu près au même moment que je l'annonçais à mon frère et mes sœurs et mes parents. En fait, c'était 2 ou 3 semaines avant la chirurgie. Donc, ma chirurgie avait été cédulée pour le 2 février 2022. Et à ce moment-là, une semaine ou deux avant, je leur ai dit, écoutez, je vais m'absenter. J'ai un cancer de la prostate. Je suis pris en charge avec quelqu'un en qui j'ai très confiance. Et mon cancer apparemment a été détecté à temps. Donc, je leur ai partagé ça puisqu'une absence s'annonçait à peine quelques semaines avant la chirurgie. Mais je n'ai pas de regrets, Avez, non. Et dans le cas bon. de mes parents, pour terminer là-dessus, dans le cas de mes parents qui sont Mhm. très âgés, et dont ma mère qui est quand même assez quand même anxieuse et vit son vieillissement avec un certain nombre de difficultés, j'ai voulu la préserver. Et ultérieurement, en fait, c'est vrai, il y a quelque chose qui me revient. Eux, je ne l'ai pas dit à mes parents, je leur ai dit après ma chirurgie.
Je suis allé les voir une fois que j'allais Ah, bien. Oui, oui, c'est vrai, pardonnez-moi un petit blanc de mémoire. mhm. Mais je termine là-dessus. À mes parents, puisqu'ils sont âgés, je suis allé les voir après la chirurgie. Je leur ai dit, j'ai été opéré, ça va bien. Moi, j'ai voulu les protéger. Et savez-vous quoi? Mon père m'a remercié. J'avais des critiques parmi beaux-frères et belles-sœurs qui me disaient, il faut le dire à ton père et à ta mère. Mais mon père m'a remercié. Il m'a dit, je te remercie de ne pas nous l'avoir dit. Tu as été opéré, ça va? Je dis oui, ça va. Donc voilà, c'est mon histoire à moi. Pas voulu, vous n'avez pas voulu créer d'angoisse ou ouais, je peux comprendre très bien. Claude, avez-vous le sentiment d'avoir pris la bonne décision par rapport au fait que vous appreniez que vous avez le cancer de la prostate? Oui, oui, absolument. Euh, Écoutez, moi, c'est vraiment entre le moment où j'ai reçu mon diagnostic et le moment où on a pris une décision par rapport à qu'est-ce qu'on allait faire avec ça, parce que, comme j'ai dit, on avait le choix entre la surveillance active, la radiothérapie et la chirurgie. Alors, le diagnostic et la décision de me faire opérer, c'est cette période-là, relativement courte, hein, à peu près une semaine, où est-ce que, oui, je m'en faisais, puis j'étais très préoccupé par ça. Mais à partir du moment où on a pris une décision, ben, je me suis dit, ben, OK, on a pris une décision. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est attendre. Attendre d'avoir une date pour la chirurgie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On a le choix. On a le choix entre s'inquiéter puis ne pas s'inquiéter. Et ben, j'ai choisi la deuxième option, celle de ne pas m'inquiéter, c'est-à-dire que, bon, comme je vous ai dit plus tôt, je suis un retraité de l'enseignement. Donc, à cette époque-là, j'étais enseignant. Ma conjointe était enseignante, elle aussi. Donc, on avait l'été en congé. La famille était en congé tout l'été. Ça fait qu'on a eu un été, on a passé un été tout à fait normal. J'ai continué, j'ai respecté mon calendrier de compétition. Donc, j'ai fait les triathlons pour lesquels j'étais inscrit. Évidemment, j'ai contacté mon employeur parce que je savais que ça allait faire, suite à la chirurgie, il y aurait une convalescence. Donc, il fallait qu'il Absolument. prévoie quelqu'un pour me remplacer. Mais à part ça, l'été a été un été tout à fait normal où est-ce qu'on est allé au glissade d'eau en famille, où est-ce que j'ai respecté mon calendrier de compétition, où est-ce on est allé au chalet, on a fait tout ce qu'on aurait fait normalement. On n'a pas laissé cette histoire-là nous miner en tant que famille. C'est curieux parce qu'à peu près, bon, tout le monde qui reçoit un verdict de cancer réagit un peu de la même façon, mais en même temps très différemment, compte tenu de nos émotions, compte tenu de notre réalité familiale et tout. Moi, je me souviens très bien que ma compagne était avec moi quand le docteur Fred Saad, d'ailleurs, m'a annoncé que j'étais porteur d'un cancer de la prostate. Après deux biopsies étalées sur 2 ans, tout à coup, le verdict est tombé, puis ça y est. Winston, tu as un cancer de la prostate et ma conjointe qui était avec moi euh, était un peu abasourdie et moi, je suis devenu un petit peu zombie, comme je le disais tout à l'heure. Et quand on est sorti, et là, le docteur Saad continuait à parler, mais je l'entendais pas. J'étais vraiment ailleurs, la tête était ailleurs. Je me voyais d'une part, je me voyais possiblement décédé de la maladie, ce qui arrive très, très rarement. Je me voyais dans toutes sortes de situations irréelles. Et quand on est sorti en descendant la côte à côté de l'hôpital Notre-Dame, là, tout à coup, on a pris conscience du fait que, eh ben oui, c'est un cancer de la prostate et on s'est mis à pleurer, un peu comme la même réaction que Jacques Alain a eue avec sa conjointe. Et il a fallu que je reprenne un rendez-vous avec le docteur Saad pour comprendre les, les, tout ce que tout ce que ça entourait comme réalité. Alors, quelques jours plus tard, on avait pris rendez-vous, puis là, j'ai vraiment écouté. Après avoir fait, comme à peu près tout le monde qui reçoit un traitement comme ça, je suis allé sur le net, je suis allé sur mon ordinateur, je suis allé chercher toutes sortes d'informations pour me rendre compte qu'il y en avait pour tous les goûts. Hein.
je veux dire, les gens réagissent différemment et il y a des choses qui se contredisent par moment dans les différents trucs qu'on peut lire sur l'Internet. Et puis, pour moi, ça avait été une espèce de wake-up call. Bon, il faut arrêter d'aller à gauche et à droite et faire confiance à notre, oui, médecin de famille d'une part, mais en même temps à l'urologue, l'onco-urologue qui nous a annoncé la mauvaise nouvelle et agir en conséquence. Et là, on arrive au moment où on doit faire un choix. Quels sont les choix qui se présentent à nous? Comment allons-nous traiter la chose? Quelles sont les conséquences de telle ou telle action qu'on prend, que ce soit une prostatectomie radicale ou la radiothérapie et tout? Il faut en discuter, il faut en parler, etc. et voir. Et là, ma curiosité, c'est de vous demander à savoir qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez choisi comme traitement et pourquoi? Claude, peut-être? Ben, au début, bon, comme j'ai dit, j'avais trois choix, la surveillance active, la radiothérapie et la prostatectomie radicale. La surveillance active a été éliminée de mes choix très rapidement, étant donné mon âge. Donc, j'avais 49 ans. Si j'avais eu 75, 80 ans, ça aurait été différent parce que plus on est vieux, plus que le cancer progresse, ou plus que le cancer progresse lentement, pardon. Et à titre d'exemple, mon père, qui a 88 ans, lui est atteint du cancer de la prostate depuis plusieurs années. Puis il est en surveillance active. Et c'est c'est tout ce qu'on va faire parce que de toute manière, à l'âge qu'il a là, il va mourir d'autre chose que du cancer de la prostate. À son âge, le cancer de la prostate évolue très, très, très lentement. Alors que moi, à 49 ans, ben, c'était une autre histoire. Puis, pour un homme de 49 ans, surveillance active, si je peux me permettre de traduire surveillance active en termes laïques, ben c'est attendons voir si ça empire. Parce que le cancer peut prendre deux avenues, soit qui reste stable ou qui empire. Il ne peut pas s'améliorer. Donc, cette option-là a été éliminée très rapidement. J'ai longtemps hésité entre la radiothérapie et la prostatectomie radicale. Parce que essentiellement, d'après ce que je lisais dans le livre du Dr Sad, je voyais que les effets secondaires étaient les mêmes. Les effets secondaires étaient identiques, sauf que c'est l'arrivée des effets secondaires qui est différente. Donc, avec la radiothérapie, les effets secondaires ils s'en vont en progressant. Donc, au début, on a très peu d'effets secondaires, mais d'après ce que j'ai lu, évidemment, parce que je ne peux pas témoigner comme une personne ayant reçu la radiothérapie, ben, je n'en ai pas reçu. Mais d'après mes lectures, c'est qu'au début, on a très peu d'effets secondaires, puis les effets secondaires s'en vont en augmentant pour ressembler à ceux de la prostatectomie radicale. Alors que pour la prostatectomie radicale, ben, les effets secondaires embarquent dès la chirurgie. Puis si les choses ont à s'améliorer, ben, elles vont s'améliorer avec le temps. Et ce qui m'a permis de basculer, ce qui a fait pencher la balance du côté de la chirurgie, c'est quand j'ai lu que si on prend la radiothérapie, et que le cancer revient par la suite, on ne peut pas opérer. Alors que si on se fait opérer et que le cancer revient par la suite, ben oui, là, on peut faire de la radiothérapie. Ça fait que c'est là où ça a été extrêmement clair dans ma tête. On y va pour la chirurgie. Merci, Claude. Jacques, de ton côté,
il y avait un choix à faire Ouais. et j'apprends à connaître un petit peu. Je sais que tu as fouillé beaucoup. Oui, tout à fait. En fait, le même choix que Claude, j'ai choisi la prostatectomie pour les mêmes raisons. Cependant, dans la période où je devais faire le choix, c'était en décembre et janvier, il faut se souvenir qu'il y avait la pandémie. Et je dois avouer, malgré les excellents services de mon neurologue, que le processus administratif pour donner suite était complexe et insécurisant. Donc, ça m'influençait aussi à savoir quel chemin a des chances de se produire puisqu'il y a pandémie. Euh, Absence de suivi, absence de réponse, et comprenez que ça nourrit l'anxiété, ça. Donc, j'ai accentué mes recherches pour voir, y a-t-il des alternatives à ce qui va peut-être m'arriver si un jour on me rappelle. Ça, je vous avoue que ça me tracassait beaucoup. Et oui, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombé sur quelque chose qui se fait dans le privé. Et plus je lisais, plus je me disais, bon, écoute, puisque le milieu public a l'air être en panne à cause de la pandémie, ben, peut-être qu'on ira au privé à l'extérieur du Québec. À ce moment-là, c'était à Toronto. J'ai même contacté 2 endroits à Toronto pour ça. Et là, l'intervention qu'ils offraient, ça s'appelle le HIFU. C'est High Intensity Focal Ultrasound, quelque chose comme ça. Donc, bon, plus je lisais, ça semblait avoir beaucoup d'avantages et tout et tout. Mais après avoir consulté avec mes amis qui sont dans le monde de la santé, mon ami médecin et mon ami gynécologue, je voyais qu'il y avait des doutes un peu dans leur regard sur cette technologie-là. Donc, je me suis croisé les doigts et comment dire, j'ai relancé à plusieurs reprises le centre d'appel qui est à faire des petites entourloupettes pour finir par parler à quelqu'un. Et j'ai finalement eu un rendez-vous de suivi avec l'urologue qui pouvait faire ma prostatectomie robotisée. Ça, c'est un choix qui en passant, m'a fait réfléchir. J'avais devant moi la possibilité d'avoir une prostatectomie non robotisée, conventionnelle, et la Mhm. prostatectomie robotisée, pour laquelle j'avais vraiment une préférence. Mhm. Et j'ai finalement eu un rendez-vous avec l'urologue, M. Dujardin, et je lui ai fait part de ça. Il avait appris, je lui ai appris que je considérais peut-être le HIFU dans le privé. Et le monsieur très professionnel me disait, bon, c'est mon choix et tout. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il m'a séduit rapidement. Avant ma prostatectomie, avant qu'on fasse l'analyse de ma prostate après l'opération, on évaluait mon Gleason à Gleason 8, ce qui est un Gleason quand même à haut risque. Quand Et même. après, oui, quand même. Et après la prostatectomie, on a rétrogradé mon Gleason. Apparemment que c'est un Gleason 7 que j'ai. Donc, néanmoins, ça n'aurait Mhm. pas changé ma décision. Alors, j'ai opté finalement pour la prostatectomie. J'avais confiance à ce choix-là, mais ce qui me faisait douter, c'était les délais et l'absence de suivi causé par la pandémie. Mais pour les mêmes raisons que Claude, exactement la même chose. Pourquoi ça plutôt que la radiothérapie? Parce que après la prostatectomie, s'il y a récidive, s'il y a des doutes qui surviennent, on peut procéder à la radiothérapie. Donc, je me disais, ben, il y a un plan A et il y a un plan B. Donc, Ouais. plutôt qu'aller au plan B tout de suite, j'ai choisi le plan A et on verra si un jour on me demande, on me suggère la radiothérapie. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on ne sait jamais. Est-ce que ça a été par un robot, ou ça a été une prostatectomie telle que pratiquée en général, Moi, c'est robotisé. Euh, robotisée? oui, c'est Donc, robotisé. les délais ont été moins longs, c'est-à-dire que vous avez pu sortir de l'hôpital assez rapidement, vous avez moins Oui, d'effets, c'est moins invasif. Vous étiez effectivement. conscient de tout ça. Oui, 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 ça m'appelait là, de savoir que la période de récupération était, à ce qu'on me disait, raccourcie avec la Mhm. prostatectomie robotisée. Je peux en témoigner, c'est tout à fait le cas. On remonte très vite cette opération-là. Mais elle n'est Alors, pas disponible partout, là. Il y a pas des robots partout dans chaque hôpital. c'est vrai. Le premier urologue que j'ai vu, parce que j'en ai vu deux, lui m'avait offert la prostatectomie conventionnelle. Mhm. Mais puisque bon, j'avais des amis qui m'ont fait songer à la prostatectomie robotisée, ben, j'ai cogné à cette porte-là et c'est là que j'ai pu avoir un suivi. C'est ce suivi-là qui ne survenait pas, qui ne se produisait pas. J'attribue ça à la pandémie. Mais une fois que la porte s'est ouverte pour moi, ben, je suis allé et ça s'est bien passé. Et Claude, de votre côté, est-ce que c'est
traditionnelle ou vous avez été robotisé? C'était un robot Non, c'était une prostatectomie conventionnelle, là, si on veut. conventionnel, c'est Oui. ça. Moi, j'avais fait le même choix que vous et 2 ans plus tard, il y a eu une récidive. Moi, c'est pas via un robot, par un robot, c'était la prostatectomie traditionnelle comme telle, mais le cancer est revenu. Et mon médecin traitant, le docteur Taguchi, qui était au Royal Vic à Montréal, euh, m'a passé un coup de fil 2 ans plus tard pour me dire, écoute, ton PSA a remonté, il faut faire quelque chose. Donc, il y avait la possibilité, et quand tu dis que si tu fais le choix d'une radiothérapie, ben c'est un choix final, finalement. Mais le fait d'avoir été qu'une intervention traditionnelle ait bien fonctionné, et ce qu'il m'avait aussi proposé, c'est passer en réalité, c'est-à-dire que l'incontinence a duré un certain temps, mais encore moins que je pensais. Et finalement, les fonctions érectiles, il m'avait prévenu que dans 6 mois, je verrais le soleil se lever probablement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé 6 mois plus tard. J'avais effectivement, je m'étais réveillé un bon matin avec le soleil qui s'est levé finalement. Mais c'est donc un choix qui a du sens que d'aller vers compte tenu de l'âge, compte tenu aussi de la condition physique de la personne. Vous étiez tous les deux et vous êtes encore des gens qui pratiquaient le sport, vous êtes en forme. Donc, la décision, quand on est plus jeune, est assez, ça va vraiment dans le sens d'une prostatectomie radicale en ce qui me concerne. Mais il y a des effets secondaires. Vous étiez conscient des effets secondaires que vous étiez pour probablement vivre tous les deux, Claude, peut-être? Oui, oui. Et c'est un risque calculé. Voilà. Ou est-ce que, bon, quand on a décidé, ou quand j'ai eu mon deuxième rendez-vous, ou plutôt mon premier rendez-vous chez l'urologue après le diagnostic, à ce moment-là, c'est là où j'étais accompagné de ma conjointe. Et puis, dans le fond, j'ai dit, ben regarde, c'est oui, la chose dont on craint tous en tant qu'homme, ben, c'est la fameuse dysfonction érectile qui est un effet secondaire de la prostatectomie. Et sauf que c'est pas assuré, on n'est pas condamné à ça. Il y a la possibilité, comme tu dis, Winston, que le soleil se lève dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an. Euh, il y a quand même ce rayon de soleil-là, ou plutôt cette lueur sur le côté du nuage, alors que l'autre option, celle qui était de ne pas me faire opérer, de ne pas me faire soigner, ben, ça aurait été, ça m'envoyait vers un cercueil. Alors, j'avais le choix d'avoir une parfaite fonction érectile dans mon cercueil ou être vivant, puis risquer la dysfonction érectile en sachant que même s'il y a dysfonction érectile, il y a des traitements, il y a des médicaments, il y a toutes sortes de possibilités pour aller retrouver notre fonction. C'est quand même quelque chose qui, oui, ça nous touche physiquement, mais ça nous touche aussi beaucoup psychologiquement. Dans nos têtes, il se passe des choses étranges et il faut, bon, arriver à il faut être capable de négocier avec soi-même pour en arriver à une décision. Je ne sais pas, Jacques, si c'était à peu près le même sentiment que Claude. Tout de suite, on pense à la dysfonction érectile et qu'on sera jamais l'homme qu'on a déjà été, des trucs comme ça, parce que dans nos têtes, ça se promène tout ça. Oui, oui, effectivement.
moi, j'ai eu mon opération, ça fait 7 mois. Donc, moi, je suis un récemment opéré. Donc, la dysfonction érectile est encore présente, bien que le soleil m'a fait des surprises il n'y a pas très longtemps. Donc, mais, euh, mais c'est sûr que c'est un enjeu comme homme qui m'habite profondément. Là. Euh, Même si à 60 ans, notre fréquence de relations sexuelles, bon, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais la fréquence des relations sexuelles ne ressemble pas à ce qu'elle était à 30 ans, mais elle est encore là et elle est encore appréciée. Et puis, pour le couple, j'accorde beaucoup de valeur à ça. Donc, oui, ça m'a tracassé. Ça me tracasse encore, c'est sûr, mais je réalise, tout comme Claude mentionnait tout à l'heure, qu'il y a des moyens. Alors moi, j'ai commencé à utiliser les moyens et je vois que oui, ça semble donner quelque chose. Donc ça me donne confiance. Mais au-devant de tout ça, ben, c'est vivre, hein. C'est-à-dire de prolonger sa vie, là. C'est-à-dire de faire un choix qui risque de nous amener le plus loin possible. Parce que la vie, oui, les relations sexuelles, c'est important. Et puis, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance que le soleil me fait des clins d'œil et qu'à un moment donné, il va me faire un beau une vraie ouverture. Euh, mais, vous savez, profiter de la vie, il y a beaucoup, hein. C'est-à-dire de capter tout ce qui s'offre à nous, les loisirs, la vie sociale, le sport. Parce que, soit dit en passant, sur le plan physique, moi, ça fait à peine 6 mois, là. Et puis, ma vie est revenue comme elle était, là. C'est-à-dire, je suis retraité, je fais beaucoup de travaux à la maison et puis je travaille comme un forcené, là. C'est-à-dire, j'ai mes pleines capacités. J'ai repris le vélo de montagne il n'y a pas longtemps et pour mon âge, ça va très bien. Je recommence à jouer au hockey la semaine prochaine dans une ligue de mon âge, on s'entend. Ouais. Mais donc, de voir que tous les aspects de ma vie peuvent reprendre, malgré une opération qui est quand même pas mineure, il faut se le dire, c'est quand même une opération importante. Mais ça, pour moi, c'est très, très, très important. Et oui, c'est sûr que la fonction sexuelle, c'était un tracas, ça l'est encore, mais je m'amuse à croire que les moyens vont faire ce que ça peut faire. Et comme Claude mentionnait tout à l'heure, ben, tout comme dans les choix plan A, plan B et plan C, ben, dans la réhabilitation de la réaction, pardon, ben, oui, il y a les pilules, ensuite il y a les injections, ensuite il y a d'autres choix, là. Donc, et la pompe et tout, là. Alors moi, j'en suis au plan A et ça m'envoie des bons clins d'œil. Mais s'il faut, je vais aller au plan B, là. Et j'ai pas de honte à ça, j'ai pas de gêne. D'accord. C'est juste qu'on se prend en main, puis ça va. Puis on est bien épaulé pour tout ça. Sur le même sujet de la dysfonction érectile, j'en arrive à parler de communication. C'est-à-dire que est-ce que vous avez avec votre conjointe ou si c'est quelqu'un qui est en couple avec un autre homme, est-ce que vous en parlez ensemble? Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez facilement ou il y a une petite gêne ou il y a un tabou? Ça peut aller dans ce sens-là aussi. Est-ce que vous avez réussi à communiquer facilement, ouvertement et intimement avec vos partenaires? Claude? Bon, présentement, je suis célibataire maintenant. Donc, je parlais d'une conjointe que j'avais quand j'ai été opéré. Malheureusement, on s'est séparés 1 an après ma chirurgie. Ça n'a rien à voir en passant. Mm-hmm. Mais bon, c'est certain que l'année qui a suivi ma chirurgie, ben, tous les deux, on était très conscients que oui, il y aurait des difficultés et que ces difficultés-là, on allait les surmonter en travaillant ensemble, euh, en continuant à être intime, puis en se mettant pas de pression. Évidemment, moi, ça faisait 17 ans que j'étais avec la même personne. Euh, on se connaissait on se connaissait très bien à ce niveau-là. Donc, la communication, elle était déjà bien établie. Puis, étant donné qu'on a vécu le diagnostic ensemble et qu'on on a vécu
la période entre le diagnostic et la chirurgie ensemble, avec toute la lecture puis l'information qu'on est allé chercher, ben, après la chirurgie, quand la sonde urinaire a été enlevée et puis que les points de suture ont été enlevés, ben, on a repris là où on était rendu. Pas là où on était avant la chirurgie, là où on était rendu. Puis, on a travaillé comme un couple qui s'aime doit travailler, c'est-à-dire en se faisant confiance, puis en se mettant pas de pression. Bon, suite au divorce, la séparation, si on veut, j'ai rencontré d'autres personnes et l'affaire, c'est qu'on est des adultes, hein? Voilà. On est des adultes et puis moi, présentement, à 57 ans, ben, si j'ai à rencontrer quelqu'un, ben, ça va être quelqu'un qui va être sensiblement dans mon groupe d'âge, qui va, elle aussi, avoir un vécu, un background, puis qui va être capable de comprendre que oui, c'est une situation que je vis, avec laquelle je vis, et c'est quelque chose qui se surmonte avec l'aide, évidemment, de la pharmacie, mais aussi en se faisant confiance, puis en se mettant pas de pression. Je ne sais pas si je réponds correctement à ta question. J'ai Absolument. l'impression de Oui, partir. oui. Ben, c'est-à-dire que j'essaie de garder en tête ce que les gens qui nous écoutent en ce moment, les hommes qui nous écoutent et les femmes qui nous écoutent aussi, comment ils cheminent dans ça et comment ils entrevoient ce genre de situation-là si ça doit se présenter. Et Jacques, je ne sais pas quelle était la qualité de la communication de votre conjointe à l'époque, mais comme vous avez dit, ça faisait déjà plusieurs années que vous étiez ensemble. Est-ce que, un peu comme Claude, vous en étiez rendu là dans votre relation et dans votre qualité de communication? Vous pouviez en parler ouvertement, librement? Oui, oui, tout à fait. Ma conjointe, elle est extraordinaire. Euh, et je vais insérer une parenthèse. Pour l'accompagnement de la conjointe, en tout cas pour moi, ça a été, ça a beaucoup de valeur. Son regard, sa façon d'accueillir ça, comment dire, son calme et tout ça, ça avait été très bon pour moi. Et pour en parler, oui, on en a parlé, mais je dois avouer que pendant quelques mois, oui, des mois, j'étais gêné. J'étais gêné, pas d'en parler, mais parce que, vous savez, on se fait conseiller, ça m'avait surpris, je le savais pour l'avoir lu, mais le lendemain de la chirurgie, l'urologue est venu me voir dans la chambre de l'hôpital, puis il m'a dit, là, il faut commencer, dès qu'on enlève le cathéter, il faut commencer à se stimuler, il faut commencer à générer de l'activité dans ce coin-là. Alors, moi, vous comprenez qu'avec un cathéter et puis zombie après une opération, parler de stimulation sexuelle, je me disais, ai-je bien compris? Euh, mais néanmoins, apparemment, pour la réhabilitation, oui, il faut tester la machine et mettre les choses en circulation. Donc, mais vous Ce que vous savez, avez fait, ce que vous avez oui, fait. oui, ce que j'ai fait, tout à fait. Mais j'avais une gêne parce que après une opération, ben, le pénis est un peu amoché, là. Je ne sais pas comment le dire, mais pendant quelques mois, je ne suis pas sûr quelques semaines, je ne sais pas, j'exagère, je ne suis pas sûr qu'on le reconnaît, là. Alors, j'étais comme un peu gêné de ce nouveau physique-là qui a duré quelques semaines et ça ne me rendait pas ouvert à de l'activité, là. J'étais un peu fermé et gêné, ça, je dois l'admettre. Mais je dois reconnaître que les conseils de l'urologue sont importants et oui, ça va. Mais j'ai une conjointe qui est extraordinaire, très compréhensive et comme elle me dit, on va we go with the flow, je sais pas comment dire, mais on va avec les choses telles qu'elles sont, là. Et, et au fil du temps, ben, les rapprochements se produisent. Mais pour ce qui est de la communication, oui, la communication était à tout le moins très sincère, très sentie et très bien intentionnée. Et ça aide. Mais pour la remise en activité, moi, j'avais une gêne pendant quelques temps. Parce qu'il y a aussi le phénomène de l'angoisse de la performance.
On est un peu aux prises avec ça. On n'a pas 30 ans, on n'a pas même 50 ans, mais on est un peu aux prises avec cette idée-là de la performance. On veut plaire à l'autre. Et pour plaire à l'autre, dans nos têtes, ben, il faut donner ce qu'on a. Il faut, bon. Mais cette angoisse-là, en même temps, c'est un truc à deux tranchants. Hein. Ça nous coupe des possibilités. Et à un moment donné, on a beau s'imaginer que c'est pas grave, mais en même temps, c'est peut-être pas pour l'autre que c'est grave, mais bien pour soi. Et on entre dans une espèce de bulle où la performance était acquise, et là, tout à coup, elle l'est moins, et il faut trouver d'autres façons de jouer au sexe que ce qu'on a fait de façon avant, si on veut. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations, par exemple, je sais pas moi, les fuites urinaires, l'incontinence? Est-ce que vous avez des problèmes avec ça? Comment vous avez traité avec cette réalité-là, Claude? Oui, au niveau de l'incontinence, je pense que c'est bon, aussitôt qu'on enlève la sonde, évidemment, là, il y a des fuites et puis j'étais arrivé prêt. Je suis arrivé au CLSC, puis j'avais des culottes, je ne sais pas comment est-ce qu'on des culottes d'incontinence, si on veut. Là, c'est un peu comme la même chose que des couches, mais pour adultes. Et j'ai porté ça une fois, juste la journée où on a enlevé la sonde. Après quoi, je mettais dans mon sous-vêtement, c'était des petits pads, là, des choses comme ça. Puis, je dirais que ça a peut-être duré 2 semaines. Ça a peut-être duré 2 semaines au niveau de l'incontinence. Et, et c'est ça. Et je suis désolé de revenir un peu en arrière Oui, absolument. parce que quand tu demandais aussi, quand Jacques tout à l'heure disait je continue à être actif, je fais des travaux dans ma maison, je continue ici. Puis pendant qu'il disait ça, je me disais, moi, la seule différence entre le Claude Boivin d'aujourd'hui puis le Claude Boivin d'avant ma chirurgie, la seule différence entre les deux, c'est que je ne peux plus faire de bébé. C'est tout. C'est tout. Tout le reste, je vis une vie parfaitement normale pour un homme de mon âge. Puis, ben non, je ne peux plus faire de bébé. Puis, encore un peu pour qu'est-ce qui est de revenir en arrière sur le sujet de la dysfonction. Tu parlais, la communication dans le couple, c'est important. Mais si un homme dans la cinquantaine n'est pas capable de parler de sexualité avec une femme dans la cinquantaine, ben, je pense qu'on a un problème. OK? Je pense que on se met énormément de pression en tant qu'homme. Il faut performer, puis si ça ne marche pas, si le soleil ne se lève pas, on est défectueux. Il faut arrêter ça, il faut arrêter cette culture-là, puis il faut se décomplexer face à ces fameux effets secondaires-là, qui ne sont pas de notre faute de toute façon. Ce n'est pas de notre faute si on doit prendre des médicaments pour avoir des érections. Mais que veux-tu? Mais une fois qu'on les prend, les médicaments, on est pareil comme n'importe quel autre gars. Alors, et l'incontinence, ça passe très vite. Ben, c'est ça. Moi, ça a été la même chose. 2 semaines et j'ai commencé tout de suite à faire des exercices Kegel. Je ne sais pas si pour Jacques, ça a été plus long ou. Ben moi, dans mon cas, ça a été à peu près 2 mois. Donc, mais comment dire, ça se passait bien. J'avais acheté à peu près tous les produits que je me disais que j'aurais peut-être besoin, probablement un peu trop d'anxiété. J'ai acheté des culottes finalement que je n'ai pas eu besoin. J'en ai mis par prudence un soir ou deux pour me rendre compte que je n'avais pas besoin de ça. Mais ce qui a fait le travail, c'est des petits pads, des petites serviettes là, qu'on met dans le sous-vêtement.
Et au fil du temps, ça a disparu. Et peut-être un petit truc, si toutefois il y a des gens que ça dure quelques mois comme moi. Moi, savez-vous quoi? Ce qui m'a aidé, c'est que je documentais mon progrès. Vous savez, ce qui nous guette parfois, c'est d'être négatif, hein. C'est-à-dire, ah, j'ai Exact. encore des fuites aujourd'hui, et puis il me semble que ça allait mieux hier. Puis on vient on perd de vue, est-ce qu'il y a un progrès ou pas? Alors moi, je C'est pas prenais, bête, ça. C'est comme un journal de bord. ouais, c'est ça. Alors j'avais un petit tableau et je notais le nombre de serviettes, et ensuite je passais à des serviettes. Au début, c'était la serviette moyenne, je passais à la serviette mince et ultra mince, et pour finalement en arriver au 23 avril, donc c'était un petit mois et 2 mois, dans le fond. Euh, en fait, 2 mois et demi. Le 23 avril, je dis, bon, aujourd'hui, je mets rien dans mon sous-vêtement, et depuis ce temps-là, voilà, c'est ça. Mais le fait de noter d'une façon, comment dire, quantifiée, bon, je suis un ingénieur, alors pardonnez Mhm. le ricochet de métier peut-être, là, de mesurer le progrès d'une façon rigoureuse, ben, ça nous permet de voir qu'il y a un progrès plutôt que de spéculer avec une simple impression qui parfois peut nous donner une mauvaise indication de ce que c'est réellement. Donc, mais moi, ça a pris à peu près ça 2 mois et demi. Et Ouais. puis, ça va très bien. Est-ce que tous les deux, vous faites des exercices pour contrôler ce problème-là? Est-ce que vous faites des Kegel ou... Moi, j'en Ah, ai moi, fait. Oh, vas-y, excuse. Pardon. Oh non, non, vas-y, Jean. Vas-y. Ah, Ben moi, à ce sujet-là, oui, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait avant la chirurgie. On m'avait conseillé ça. Donc, et je pense que c'est une bonne idée. J'en ai fait au moins pendant 1 mois avant la chirurgie et pendant à peu près 3 mois après la chirurgie. J'ai consulté une physiothérapeute de ce domaine-là. Euh, et soit dit en passant, ça m'a été très utile, très bien coaché. Parce que faire des Kegels, c'est une chose, mais bien faire les Kegels, c'est-à-dire vraiment la bonne ouais. méthode pour obtenir l'effet escompté, ben, c'est important de s'assurer qu'on le fait bien. Alors, Donc, peux-tu élaborer un petit peu sur ton approche au Kegel, sur ta façon de pratiquer les Kegel? oui, bien sûr. Écoutez, il y a un acronyme anglais qui m'aide à le retenir. Et je vais le dire en français aussi, mais shrink, block, block. C'est-à-dire rétrécis, ferme, ferme. Donc, rétrécis le pénis, ferme l'orifice du pénis et ferme l'anus. OK? Donc, le shrink, block, block, là, c'est rétrécis le pénis, ferme l'orifice du pénis et ferme l'anus. Donc, lorsqu'on fait le shrink, block, block, c'est plus facile à retenir en anglais, eh bien, c'est de cette façon-là, moi, que je réalise. Et d'ailleurs, la physiothérapeute, à mon premier rendez-vous, j'avais trouvé ça sur Internet, la petite méthode, là, il y a plein de matériel très bien fait. Et une conférence sur Procure de Mme Claudia Brown, que j'avais écoutée, qui est très, très bonne en passant. Donc, le shrink, block, block, c'est-à-dire rétrécis, ferme l'orifice de ton pénis et ferme l'anus. Eh bien, la physiothérapeute m'a confirmé que je le faisais bien dès le premier rendez-vous. Bon. Donc, voilà, petit Alors, détail. c'est combien de fois par jour? Est-ce que c'est à tous les jours? Bon, c'était à tous les jours. Là, je n'en fais plus en passant. Ou parfois, j'en fais d'une façon, comment dire, improvisée. Je suis beaucoup moins rigoureux qu'en mars et avril dernier parce Mhm. que je sens que j'en ai plus besoin. Bon, l'urologue me dit qu'il ne faut jamais arrêter. Je dois me confesser, je n'en fais pas présentement D'accord. et ça va bien. Et Claude, de ton côté? De mon côté, j'ai fait des Kegels avant la chirurgie. J'en ai fait beaucoup. Évidemment, sous les recommandations de mon médecin. Après la chirurgie, j'ai continué. Maintenant, si j'en fais, je m'en rends pas compte. Si je fais des Kegels, je m'en rends pas compte. Peut-être c'est peut-être devenu intégré comme réflexe ou est-ce que D'accord. je me lève en me levant d'une chaise, ces muscles-là s'engagent aux mêmes muscles que ceux de mes jambes, mais je ne sais pas, mais je ne m'en rends même pas compte si j'en fais. Il y a peut-être des gens à l'écoute qui se demandent de quoi on parle. Des exercices Kegel, c'est des exercices qui ont été prescrits, inventés par un docteur Kegel, et c'est le renforcement des muscles du plancher pelvien. C'est-à-dire qu'on fait une contraction, comme le disait très bien Jacques, là, une contraction du pénis et aussi de l'ensemble de de cet environnement-là, si on veut, de façon répétitive. Il y a différentes techniques. Là. Il y en a même il
il y a même une application, il y a même plusieurs applications sur le web qui nous accompagnent dans l'exercice et dans l'exécution de ces exercices Kegel. C'est K-E-G-L-E, Kegel. Alors, messieurs, je vais poser une question qui est peut-être un peu embarrassante. Qu'est-ce que vous diriez aux patients et à ceux qui jonglent avec la possibilité que le cancer de la prostate se présente, y compris tous les effets secondaires, l'estime de soi qui est chambranlée, et quelle est aussi l'importance des directions pour vous. Alors, qu'est-ce que vous recommanderiez, par exemple, Jacques, aux gens qui apprennent, qui viennent qui ont été diagnostiqués avec un cancer de la prostate? Je dirais patience et confiance. C'est sûr qu'on n'a pas ça, la confiance subitement lorsqu'on a l'annonce, le jour de l'annonce. Au fil du temps, plus on s'informe, plus on réalise qu'on est dans un domaine connu, bien maîtrisé, tout ça. Donc, il faut faire confiance. Moi, je vous disais que j'avais vu beaucoup de matériel. Je n'ai pas de regret. Moi aussi, j'ai un background en sciences, mais vraiment pas dans les sciences de la santé. J'avais pas beaucoup de lectures et tout ça. Jusqu'à un certain point, ça m'aidait, mais vraiment, les soins de santé du Québec, en tout cas moi de mon côté, c'est vraiment excellent. On est bien pris en main et les professionnels savent de quoi ils parlent. Et c'est vraiment le premier message que je dirais. Deuxième message que je suggérais, c'est de prendre soin de sa santé globale, qu'on ait le cancer ou pas, là, mais c'est aidant. Mes amis qui sont dans le monde de la santé, que je mentionnais tout à l'heure, m'avaient dit plus tu vas être en forme avant ta chirurgie, plus tu vas revenir vite. Donc, bonne alimentation, euh, des exercices appropriés pour vous, peu importe l'âge ou la physionomie que vous avez. C'est certainement quelque chose qui, je pense, a été un bon conseil qu'on m'a donné de prendre soin de notre santé. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, hein. Lorsqu'on apprend qu'on a le cancer, on devient très perturbé. Mais le moment avant où on nous dit qu'on a le cancer, là, si le cœur va bien, les jambes vont bien, la respiration va bien et les articulations vont bien, c'est pas parce qu'on se fait dire qu'on a le cancer que tout à coup, ces membres-là ne vont pas bien. Donc, moi, c'est quelque chose que quelqu'un m'avait dit qui m'a été utile de dire un peu là. Oui, je suis perturbé par une information, mais d'ailleurs, le lendemain, la veille de mon annonce, j'avais joué un match de hockey. Je ne jouais pas très bien, mais ça n'avait rien à voir avec le cancer, vous comprenez? Donc, il faut se tenir en forme, prendre soin de sa santé, faire confiance. Pour ce qui est de la perte de l'estime, oui, il y a un effet, mais avec le temps, on devient rassuré et en paix avec tout ça. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est produit dans le temps. Et ce n'est pas comme avant, c'est vrai. Et puis, tout comme Claude mentionnait, les moyens qui me sont offerts, je les prends et je ne suis pas gêné de ça. Et pour moi, la paix est en train de s'installer. Si on s'était parlé il y a 6 mois, probablement que je n'aurais pas eu le même propos. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Résilience, Claude? Oui, résilience, et puis Jacques l'a vraiment très, très bien dit. Confiance, patience. Alors, ayez confiance aux professionnels qui vous prennent en charge. Moi, de mon côté, je n'ai que des bons mots à dire pour l'ensemble des gens euh, avec qui j'ai eu affaire dans cette aventure-là. Non seulement les chirurgiens, mais les infirmiers, les infirmières, même les gens qui lavent le plancher à l'hôpital. Ayez confiance à tous ces gens-là. C'est tout du monde extraordinaire qui savent ce qu'ils font et qui le font très bien. Ayez en même temps aussi, prenez soin de vous. Euh, comme Jacques disait, si on est en forme avant la chirurgie, on va récupérer beaucoup plus rapidement par la suite. Ayez pas peur d'en parler. Puis là, on s'adresse à des gens qui connaissent Procure. Profitez-en, utilisez les services qui sont à votre disposition. Moi, j'ai fait la paix avec ma situation en l'intégrant. Ça fait partie de moi.
je suis un survivant. Je suis un survivant du cancer et d'une certaine façon, ça me définit. Et ça me définit comme étant une personne plus forte encore. Et ouais, je m'implique. Je m'implique avec Procure un peu. Je me suis impliqué avec la question du remboursement des médicaments. On, c'est ça, on prend la balle en courant. Voilà. Euh, Avant de passer à votre expérience avec le gouvernement du Québec, je vous pose à tous les deux une question qui est un peu délicate. Malgré tout ce que vous venez de nous raconter, malgré la résilience, malgré votre soif d'information, malgré votre capacité à communiquer de façon assez exceptionnelle, merci. Et je sais de quoi je parle quand je dis ça. J'aimerais vous entendre sur un ou deux moments de découragement. Est-ce qu'il vous est arrivé pendant cette période pré ou post d'avoir un moment de fléchissement des genoux, de découragement? Est-ce que vous pourriez m'en parler peut-être, Jacques? Ça t'est arrivé? Oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans les jours qui ont suivi l'annonce. Euh, je, je me voyais décéder bientôt. Et c'est un moment, c'est ce moment-là qui a été le plus difficile, le moment de découragement. On va dire. Le fameux mot cancer, je ne suis pas en paix avec le mot, mais bon, ça viendra peut-être, là. Mais vous savez, le mot nous porte à penser que cancer veut dire une fin programmée, là. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, il y a des cancers plus virulents que d'autres, là. Mais moi, ça a été un moment de découragement lors de l'annonce. Et pour revenir sur la parenthèse que j'ai insérée en début, on s'apprêtait à acheter une maison de campagne pour la retraite, là, avec un grand terrain qui demande plus de travail et tout ça. Et, la pensée qui m'habitait, c'était bon, qu'est-ce qu'on fait là, là? Ma conjointe va être seule avec une maison, un grand terrain à entretenir. Donc, je devenais totalement perturbé de tout ça. Là. Mais le moment le plus compliqué pour moi, ça a été les jours, je dirais 2 semaines qui ont suivi l'annonce. Donc, Ouais. c'était difficile. Est-ce que pour toi, Claude, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Un moment de découragement en tant que tel, je pense pas. Je peux pas dire que euh, non. Chaque jour est un défi. Peu importe qui on est, peu importe ce qui nous arrive. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est ça. Puis, on n'y peut rien, c'est pas de ma faute. Puis, on y a fait face comme on a dû. Je suis, comme Jacques disait aussi, si, si c'était à refaire, je prendrais exactement les mêmes décisions que j'ai prises. Donc, pour qu'est-ce qui est non, je ne me voyais pas décéder du cancer de la prostate. Je ne me voyais pas décéder de ça. De toute façon, c'était bon, j'étais à 6 sur l'échelle de Gleason avant la chirurgie. Après la chirurgie, on était rendu à 7. C'était une indication comme quoi on a bien fait de se faire opérer. Mais en même temps, c'était la capsule de la prostate n'était pas atteinte, les vésicules séminales alentour n'étaient pas atteintes. Si on peut parler d'un beau cancer, c'est un beau cancer que j'ai eu. Ça fait que non, j'ai jamais été défaitiste par rapport à ça. Personnellement, j'ai consulté. J'étais rendu au bout de mon rouleau. Je ne savais plus à quel sein me vouer. Alors, je suis allé consulter. J'ai rencontré un spécialiste, évidemment. Il ne s'agit pas d'un psychiatre, mais plutôt de quelqu'un qui est un thérapeute. Et d'en parler, ça m'a fait du bien. J'ai pendant 2 mois
J'y allais comme une fois par semaine et on parlait de ça. La masculinité, l'image de soi, comment est-ce que j'étais pour envisager le restant de mes jours, étant plongé dans cette espèce de perte de virilité. Et j'étais rendu au point où je devais consulter quelqu'un. Et moi, je pense que personne devrait s'empêcher de consulter en thérapie quelqu'un qui, psychologue, qui peut nous aider. Ça peut être un sexologue, ça peut être, choisissons la personne dont on a besoin et ne pas le faire en cachette, là. Il faut vraiment que les choses soient, quant à moi, transparentes tout au long de cette aventure-là. Alors, voilà, ça c'est mon expérience personnelle. On en vient au volet 5 de cette rencontre. Ça fait déjà, mon Dieu, 1 h et 15 minutes qu'on jase, qu'on discute. Le temps passe vite. Et j'aimerais savoir, c'est bon, et je pense que Claude l'a bien dit tout à l'heure, la réalité de vivre avec ce cancer, mais vivre avec ce cancer en couple, c'est peut-être quelque chose, un plus, quoique pour Claude, maintenant, il est célibataire. Pour toi, Jacques, comment ça se passe en couple, de vivre ton cancer en ce moment? Même si ça fait pas longtemps que tu as été opéré. Ouais. C'est au mois de janvier, février? Février. Février. Oui, c'est ça. Petite parenthèse avant de répondre à ta question, j'ai consulté moi aussi, Winston. J'ai consulté en décembre dernier et puis dans mon cas, c'était très approprié aussi. Avec le couple, ça se passe très bien. Je vous dirais qu'on a plus des désaccords sur les rénovations que sur la relation. Non, mais quoi dire, non, ça se passe bien. Je me trouve très chanceux d'être épaulé comme ça parce que c'est vrai que j'ai dû faire face à notre vulnérabilité. Pour moi, l'ancien Jacques où la fonction érectile était présente d'une façon, comment dire, immédiate, là. C'est sûr que ça a un effet sur ce que je pense de moi et tout ça. Et des bonnes discussions avec ma conjointe font en sorte que ça me calme et tout ça. Et une des choses qu'on s'est rappelé à un moment donné, et je me permets de le dire, vous savez, dans la relation avec sa femme ou son conjoint, c'est pas toujours la pénétration que la femme préfère. Et donc, il y a autre chose. Donc, simplement pour dire que lorsqu'on ose se dire des choses dans les moindres détails, ça peut bien tourner. D'ailleurs, on le dit de plus en plus, hein, par rapport à la pénétration. Il y a, je déteste ce qu'on dit en anglais, there's many ways to skin a cat. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Et souvent, les façons de faire les choses, de par nos cultures respectives, nos cultures masculines, ça va dans une direction plutôt que dans une autre. On pense beaucoup à faire plaisir, on pense beaucoup à se faire plaisir, mais qu'est-ce qui arrive quand on fait tomber ces deux murs-là? C'est ce qui en reste, c'est que le plaisir. Et le plaisir, il peut se pratiquer, il peut se faire, il peut se vivre de différentes façons. Et de plus en plus, avec tout ce qu'on peut lire et voir sur le web et ailleurs, on est de moins en moins dans la performance et de plus en plus dans l'acceptation de nos différences et d'essayer de les marier ensemble. Mon Dieu, je parle comme un pasteur anglican, mais c'est quand même la vérité. Il y a plusieurs façons de faire les choses et Jacques a tout à fait raison quand il a avancé ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Si on parlait maintenant de suivi, si on allait vers, là, on continue à voir, je pense, Jacques, ça doit être à tous les 6 mois maintenant que tu vois ton urologue. À tous les 3 mois. À tous les 3 mois. Et Claude, toi, ton suivi se fait quoi? Annuellement? On est rendu annuellement, oui. Bon. Alors, parlez-moi un peu de pourquoi Claude annuellement et pourquoi Jacques à tous les 3 mois. Jacques? Ça me semble être une pratique automatique en urologie. Lorsque on
vient de subir la prostatectomie, de surveiller le PSA tous les 3 mois. Et le premier rendez-vous a été en présentiel avec mon neurologue, le deuxième par téléphone. Je devrais avoir un autre rendez-vous avec lui en octobre. J'ai pris une prise de sang il y a à peine 4 semaines de ça. J'ai pu voir le résultat parce que j'ai eu mon médecin de famille entre les deux. Donc, ça semble être un automatisme d'être aux 3 mois au début et ensuite d'aller vers le 6 mois et peut-être vers l'année par la suite. Alors, Claude, c'est pas C'est nécessaire d'y aller à tous les 6 mois. c'est un peu comme Jacques disait, je pense que c'est un automatisme. La première année, il y avait un suivi à tous les 3 mois. Ensuite, on est tombé à tous les 6 mois. Et je me souviens pas exactement depuis quand on est rendu à chaque année, là, mais on est rendu à chaque année maintenant. Et de toute façon, pour un homme de 50 ans et plus, on devrait faire vérifier le PSA annuellement de toute façon. Ben, on le recommande pour tous les hommes à partir de l'âge de 50 ans, même avant, si possible. Si on est de race noire, par exemple, on recommande de commencer à 45 ans pour augmenter nos chances de contrôler la bébite, si on veut l'appeler ainsi. Euh, mais quand vous recevez votre résultat, est-ce que vous êtes je sais que Jacques a un journal de bord. Est-ce que dans le journal de bord, on écrit maintenant le résultat de chaque examen qu'on passe chez l'urologue? Oui, tout à fait. En fait, dans mon cas, c'est le fameux carnet santé du gouvernement du Québec. C'est bien fait, ça. Oui. C'est une application qui est très bien faite et puis tout est là. Donc, oui, c'est sûr que je suis ça diligemment. Effectivement, à chaque fois que j'attends mon résultat, je suis toujours un petit peu inquiet. Mais bon, c'est comme ça. Mais je ne suis pas inquiet pendant 3 mois. Tu sais, je vais être inquiet la veille de ma rencontre avec l'urologue, par exemple, quelque chose comme ça. Ben, je pense que c'est à peu près ça pour tout le monde, parce que moi, ce que j'entends de tous ceux qui sont passés par là, c'est qu'il y a une petite angoisse la veille de la rencontre avec le médecin qui ne s'avère rien d'autre qu'étant finalement un résultat normal. Et on s'en fait pour rien, mais en même temps, on s'en fait pas pour rien parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on est, on est en récupération d'un cancer. Claude Boivin, oui. Oui, je peux dire, Claude, oui, vas-y. mon, mon premier rendez-vous de suivi après la Ouais. chirurgie. Le premier rendez-vous de suivi après la chirurgie, j'avoue que oui, j'avais un brin d'anxiété. Et quand on a eu le résultat, quand le médecin m'a donné le résultat, j'ai eu des larmes de soulagement. Mais depuis ce premier rendez-vous de suivi-là, mon PSA est à 0, il est tout le temps à 0, ça fait que c'est rendu de la routine maintenant. Ben, c'est 0. ça. Mais j'avoue que j'ai un rendez-vous, moi, dans un mois à peu près, là. J'ai pas encore ma petite angoisse, mais je sais qu'elle va venir. Mais je suis prêt à vivre avec. Ne serait-ce que pour avoir le résultat où c'est 0, 0, 1, peut-être. Mais c'est bon. Alors, on arrive vers la fin de notre rencontre. Il nous reste 7 minutes ensemble. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui euh, sont en attente d'un résultat, qu'on ait un cancer, ou qui viennent de l'apprendre? Qu'est-ce qu'on recommande? Une meilleure amélioration, une alimentation, de faire davantage d'exercice, ou est-ce qu'il est trop tard pour faire tout ça si on est rendu là, puis à 2 semaines de? Qu'est-ce que vous recommandez comme entretien du moteur d'une certaine façon? Claude? Moi, je dirais, ben, premièrement, arrêtez pas de vivre pour ça. Euh, une étape à la fois. Je dirais continuer ce que vous faites. Évidemment, c'est sûr que l'alimentation, une saine alimentation, puis l'exercice, tout ça va vous permettre de récupérer plus rapidement d'une chirurgie. Sauf que si c'était pas au départ dans vos habitudes, ben, allez pas vous lancer dans des gros programmes sans consulter avant, là. Dans le fond, prenez soin de vous,
Prenez soin de vous dans votre tête, prenez soin de vous dans votre corps, prenez soin de votre couple si c'est votre situation, puis faites confiance, une étape à la fois. Jacques? Ben, je ne répéterai pas ce que Claude a dit, j'adhère totalement à ça. J'ajouterais peut-être un petit quelque chose. Si vous en parlez, ça fait du bien. Mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, au début, j'en parlais pas tant que ça. Mais si vous vivez de l'anxiété, lorsque vous choisissez d'en parler, c'est utile d'en parler à des gens qui connaissent. Je me permets de citer deux exemples, un exemple bon et un exemple peut-être moins utile. Vous savez, parfois, en parler à monsieur, madame, tout le monde, en termes de confident, les gens ont beaucoup d'empathie, mais pas nécessairement la connaissance et pas toujours l'habileté de dire le bon propos qui va te faire du bien. Alors, moi, sans nommer personne, quelqu'un qui voulait m'encourager m'a dit, tu sais, Jacques, le cancer, des fois, ça va, puis c'est pas tout le monde qui en meurt. Puis, tu sais, le cancer, puis il dit 6 fois le mot cancer dans 3 phrases. Cette conversation-là ne m'a pas fait de bien, comprenez? Ouais. Alors que quand j'ai appelé à la procure, parce que j'ai appelé quelques fois à la procure, je ne les ai pas comptés, mais certainement 5 ou 6 fois, là, je parlais à des gens qui connaissent ça, comprenez? Non seulement ils ont une excellente écoute, mais ils connaissent ça. Donc, si je spéculais ou je divaguais avec mes hypothèses à moi, ben, rapidement, on me ramenait, là, vous comprenez? Donc, si en parler pour vous est utile, en parler à des gens qui connaissent ça, ou à la procure, ou mes amis dans le monde de la santé que j'ai mentionné en début de rencontre, ça m'a été plus utile qu'en parler à vide de façon hasardeuse. J'aimerais mentionner le fait que Claude Boivin, a déposé à l'Assemblée nationale une revendication concernant le remboursement des traitements contre la dysfonction érectile. Claude, où est-ce que ça en est, ça? Malheureusement, la pétition a été présentée à l'Assemblée nationale au mois de mars 2020. Et on sait très bien qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars 2020, plus précisément le 13 mars 2020. Ben, c'est là où la pandémie nous est tombée dessus. Alors, est-ce que ça a donné, est-ce que je peux dire que ça n'a rien donné? Les médicaments sont toujours pas remboursés. Alors, c'est un dossier à suivre, peut-être à réactiver, du moins je le souhaite, que quelqu'un à un moment donné se réveille et puis puisse donner un coup de main à ceux qui sont aux prises avec ce problème-là. C'est un problème de santé, on va se le dire. Exact. C'est loin d'être banal, c'est bon. Alors, messieurs, on arrive à la fin de ce webinaire. J'aimerais remercier à la fois pour leur générosité et leur ouverture, Jacques Alain et Claude Boivin. Vous avez été, messieurs, des phares dans la brume pour bien des hommes et des femmes qui nous écoutent ce soir. Vous avez été très, très généreux. Je vous remercie amplement et au nom de Procure. Procure vous remercie beaucoup pour ça. Éventuellement, il y aura peut-être quelque chose qui va se rajouter à cet événement-là qui dure maintenant depuis presque 2 heures. Et encore une fois, merci Jacques-Alain, merci Claude Boivin. Le prochain webinaire, lui, aura lieu le 13 octobre prochain de 19h à 20h. Alors, nous aborderons comprendre votre rapport de biopsie avec la docteure Dominique Trudel, pathologiste et chercheur au CHUM. Alors, mesdames et messieurs, merci pour votre écoute et soyez des nôtres. Et n'oubliez pas de consulter le site de procure.ca pour demeurer à l'affût. Ici Winston McQuaid pour Procure en parle. Merci pour votre participation. Je vous dis au revoir. Merci.